Au début du Xe siècle, 5 grands pouvoirs régnaient sur l'Afrique du Nord. Les Aghlabides de Kairouan dominaient Tunis et Constantine. Une république rustémide de Taert exerçait son influence économique sur l'espace transsaharien. Les Koutama composaient les tribus autour de Sétif et du Maghreb central, les royaumes autonomes de Tlemcen et des Idrissides au Maghreb extrême. Lorsqu'en 903 mourait, à Kairouan, le calife Aboul Abbas Ibrahim II, un étrange imam ismaélien réclama la succession légitime du pouvoir. Les Ismaéliens, venant du Yémen, clamèrent leur descendance de Fatima, fille du prophète Mahomet. Leur filiation justifierait leur légitimité de gouvernance sur les croyants. Ils s'étaient installés à Salamiya en Syrie, près de Bagdad, du puissant empire abbasside et face à l'Égypte. Leur stratégie visait la conquête de l'Ifriqiya, en vue de dominer l'Égypte, puis vaincre l'empire abbasside. Ils envoyèrent des émissaires pour enseigner la foi chiite et annoncer une prochaine arrivée du Mahdi, auquel les populations devront rendre honneur. Ils devaient cacher leurs intentions. Leur mouvement était porté par un imam caché qui se révélerait au moment opportun de l'histoire. Le moment de dévoiler l'imam serait arrivé avec la succession du calife de Kairouan. Les Aghlabides n'approuvaient de pas. Obeid Allah al-Mahdi dut s'enfuir à Siljimassa, où il fut mis aux arrêts. Les Koutama de Sétif, qui avaient adhéré au message de l'imam caché, en même temps qu'il portait une virulence au pouvoir de Kairouan, formèrent une expédition contre Kairouan et Rakwada. Lorsque leur émissaire, Abdallah el-Chihi, apprit la révélation du Mahdi et de son exil à Sijilmassa, forma bataillon pour vaincre les Aghlabides à l'Aribus et déchoir le dernier souverain Zid-Allah III. Fort de sa victoire, il s'en alla libérer le mystérieux maître. Il arriva à Taert le 26 août 909. Le gouverneur, Rustémide Yagzan ben Mohamed, vint lui rendre honneur sans se rendre compte qu'il courait à sa perte. Il fut tué, la capitale prise, les livres brûlés, les épouses et gens de noblesse tués. Il poursuivit sa conquête de Siljimassa, décapita le souverain Yassa bin Midrar et libéra le maître qu'il n'avait jamais vu. Il le ramena à Rakwada le 6 janvier 910, où la population fit une entrée triomphale au sauveur annoncé par les Écritures. Le 15 janvier, Obeid Allah al-Mahdi prenait le titre de premier calife des Fatimides et imposait une nouvelle dynastie qui régnera jusqu'en 971. En un instant, deux puissances nord-africaines prenaient fin, celle des Aghlabides de Kairouan et des Rustémides de Taert. Obeid Allah el-Mahdi installa son pouvoir dans la cité de Cap Africa, à laquelle il donna son nom de Mahdia. Qui étaient les Fatimides? Les Fatimides se référaient à une filiation de Fatima, fille du prophète Mohammed et de sa première épouse Khadija, mariée à Ali ibn Talib, futur 4e calife. Elle décéda en 632, quelques mois après la mort de son père, le prophète de l'islam. Les Ismaéliens revendiquaient cette filiation de Fatima et dénonçaient l'usurpation des Omeyyades, des Alaouites et des Abbassides. Mohammed ben Ismaïl et ses successeurs, en 765, ont dû cacher leur identité pour protéger leur filiation. Le calife légitime se révélerait au moment opportun. En 903, Obeid Allah al-Mahdi décida de révéler son identité pour succéder au règne de Kairouan. Évidemment, la succession ne l'acceptait pas. Il dut fuir et se réfugier à Sijilmassa. Les Koutouma, qui sont une région du Maghreb central, étaient convaincus d'une prochaine arrivée du Mahdi. En apprenant qu'il avait été emprisonné, ils attaquèrent Kairouan et s'en allèrent le libérer à Sijilmassa. En 909, il revenait avec le Mahdi victorieux à Raqqada. El Mahdi reçut une entrée triomphale et installait sa capitale à Cap Africa, qui deviendrait la nouvelle cité de Mahdiya. La référence à Fatima n'est-elle pas étonnante en monde musulman? Fatima n'est pas la seule revendication de succession par la voie féminine. Elle est constatée dans cette culture de la péninsule arabique à l'aube de l'islam, où la tradition matriarcale s'avère forte dans la culture des Bédouins. Le patriarcat est plus le fait des cultures du bassin méditerranéen, du droit romain, que de l'authentique culture arabique. Le prophète a eu plusieurs épouses et de seules filles pour succession. Elles ont toutes eu de grands statuts et des influences importantes, comme Khadija l'ancêtre fervente, Aïcha la favorite, Saouda la dévouée, Salama la porteuse de messages, Hafsa l'ascendante des thunes, Jawhara l'esclave, Safia la juive, Ramla l'éthiopienne, Maria la copte. Le poids matriarcal est intéressant à considérer dans cette tradition arabe, à l'aube de l'islam, dans cette culture des Bédouins, et à ce jour, le poids de la mère tient une représentation forte chez le musulman. En arabe, mère exprime nation, marchepied du paradis.
On évoque souvent le camouflage des femmes comme une forme d'infériorité, de soumission ou de mépris. Or, je crois que c'est le contraire. Il est mêlé à une majestuosité du pouvoir, quelque chose de grandiose, de privilégié, d'inaccessible. Il suffit de voir l'autorité que dégage la femme bédouine pour démentir toutes les inadéquations et les mauvaises interprétations de la vie civile du XXIe siècle. Il y aurait certainement des choses à éclairer sur la féminité, la diversité des influences dans les mondes musulmans au pluriel. Pourquoi le Mahdi gouvernerait-il l'Ifriqiya? Il faut comprendre que les notions de nation ou de pouvoir autochtone n'existent pas. Ce n'est pas incongru de venir d'ailleurs et de réclamer le pouvoir pour le bien des hommes, parce que nul n'est prophète en son pays. Mahdi veut dire guide, c'est l'idée de Messie qui va venir sauver le monde. Les autres crieront simplement à l'imposture du faux prophète ou de l'imam Dalal. Qui était le Mahdi? Ismaélien? Ubaydallah al-Mahdi tient des Ismaéliens qui définissaient leur descendance directe de Fatima et de Ali. Il se disait de la lignée légitime du prophète pour conduire les populations sous la lumière de l'islam. Pourquoi les Fatimides ont-ils conquis l'Ifriqiya? Les Ismaéliens venaient du Yémen, s'étaient réfugiés à Salami en Syrie du Nord et faisaient face à la puissance des Abbassides. Leur projet consistait à une domination légitime sur le monde au nom d'une prescription de droit héréditaire. En termes occidentaux, nous dirions une monarchie de droit divin inspirée par une famille d'Arabie qui entendrait imposer son pouvoir sur les consciences et la domination des hommes. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait un déséquilibre de puissance face à l'empire abbasside. La stratégie consistait, dans un long terme, à s'appuyer sur l'Afriqiya pour conquérir l'Égypte, puis se retourner contre l'empire abbasside. L'Afriqiya n'était donc qu'une étape de transition et de renfort en vue de conquérir l'Égypte et faire face à la puissance de Bagdad. Il s'avéra que la domination de l'Afriqiya fut très pénible et que la conquête d'Égypte facilement acquise. La conquête d'Ifriqiya fut réalisée en 6 années, de l'an 903 à 909, grâce au soutien des Koutama et des Sanhaja, qui croyaient à la venue du Messie, combattaient le pouvoir de Kérouan et firent tomber les souverains favorables à Bagdad. Toutes les expéditions menées contre l'Égypte avaient échoué. Subitement, en 969, on ne sait par quel miracle, les tribus d'Afrique s'unifièrent, conquirent l'Égypte. En 972, elles transféraient le pouvoir du souverain à Cairo, qui poursuivrait ses expansions vers la Palestine et la Syrie. Les Fatimides ont-ils atteint leurs objectifs? Les Fatimides ont atteint leurs objectifs, mais saignèrent l'Afrique du Nord. La Berbérie orientale fut fortement perturbée par l'obsession fatimide de gagner l'Égypte, contrôler les territoires et imposer les populations. Il s'ensuivit une longue période de crise, de révolte et de guerre tout au long du règne fatimide de 909 à 969. En 910, les Fatimides étendèrent leur domination sur toute l'Afrique du Nord, occupèrent la Sicile en 916, Chod-Jérid et l'île de Gerba en 923. Les Fatimides avaient l'obsession de conquête territoriale, préoccupés par les seuls objectifs de pillage des ressources, d'imposition des populations et de conversion au chiisme ismaélien. Le gouverneur Ali Sulayman al-Daïfit fit égorger les cheikh de Djerba à la mosquée d'Arkou parce qu'ils refusaient d'abandonner l'ibadisme. Les territoires dominés n'étaient donc pas gérés. Insoucieux de la gestion, les Fatimides abusaient des finances, négligeaient la production agricole, la gestion commerciale, les possessions outre-mer en Sicile de la dynastie Aglabide. Ils utilisaient la flotte maritime pour des raids dans les îles méditerranéennes de Corse, Sardaigne, Malte, Chypre, Crète. Les incursions d'escadres ont aussi concerné les côtes européennes. En Provence, le calife Quam Amrallah laissa son nom à une jolie nomination de Ramatuelle. La région provençale a préservé une mémoire de son histoire avec la nomination de Cap Benat, Miramar, Grotte des Morts, Notre-Dame des Morts, Londe les Morts, Corniche des Morts. La domination fatimide fut fortement combattue en Ifriqiya. Abou Yazid el-Kiriji mena la plus grande révolte du Xe siècle. Il est cité comme un des 3 dévastateurs du monde, avec Sheddad Binad et le pharaon Doual Aoutad. Il ébranla la dynastie des Fatimides, qui fut sauvée in extremis par les renforts de Ziri ibn Ménad, le très réputé cavalier sans peur, véritable tueur de masse de son époque. Abou Yazid mourait en 647.
La guerre civile se poursuivait jusqu'en 971. D'autres rebelles, Abou Nouzangil, Aboul Qassem, Abou Khazar, menèrent des combats acharnés contre le parti des Fatimides. Le Sanhaji Ziri ibn Ménad sévissait cruellement contre les Banu Ifren, Magarois, Zenati et Bagaya. Le calife fatimide Moez Dinallah suivait les expéditions, se réjouissait des massacres et réclamait les têtes de tous les chefs berbères. La violence de cette époque est sous-estimée selon l'historien Cyril Hayet. Ibn Khaldoun évoque la permanence des os et des carcasses humaines visibles au sol pour 200 d'années. Qui étaient tes rebelles? La désignation de rebelle est déjà un parti pris, à la faveur d'un camp, du conquérant ou du vainqueur. Toute la difficulté de l'historien est de désigner les partis et la raison du conflit. Dans les guerres kharijites du Xe siècle, l'histoire concerne l'ambition d'une dynastie venue de Syrie et qui entend s'imposer sur le vaste monde des croyants. Elle profite des rivalités tribales pour s'appuyer sur certaines tribus et lutter contre d'autres, contre le paganisme, particulièrement du sectarisme ibadite. J'ai eu des difficultés à identifier la raison fondamentale des conflits qui semblaient mêlés à des idéologies de gouvernance, d'appartenance culturelle ou religieuse, de chiites, ismaéliens, malékites proches de Bagdad ou ibadites autochtones et sufférites. Il me semble que le rapport d'influence des Abbassides de Bagdad, des Omeyyades de Cordoue, des pouvoirs autonomes d'Afrique du Nord serait à éclairer dans ces relations internationales. Qui sont les Ibadites? Alors, les Ibadites, c'est d'abord une couleur, celle du blanc de référence. On entend aussi les Sufférites, c'est-à-dire les jaunes. Ils sont tous kharijites, c'est-à-dire païens, en dehors de l'islam, ou musulmans sectaires de voie extrême. Je sais que nombreux ont associé les kharijites à l'origine de l'islam et de la rupture avec le 4e calife pour désigner les lâcheurs. On prétend qu'un disciple de Aïcha aurait porté cette école ibadite, mais je suis sceptique par rapport à cette opinion. Je ne pense pas que les Ibadites soient les réfugiés de l'islam, mais qu'ils sont les authentiques berbères d'Ifriqiya, premier islam d'Afrique du Nord. Avec l'avènement ismaélien, les berbères ont cristallisé leur appartenance autour de l'ibadisme, dont la doctrine rejetait l'hérédité au pouvoir, admettait la succession en dehors des appartenances claniques ou religieuses, et limitait à terme les fonctions de la guidance. Cette position justifiait leur rejet de l'imam Ben Delel, c'est-à-dire le guide de l'imposture des prétentions du Mahdi ismaélien. La conquête fatimide fut-elle brutale? Les Fatimides ne faisaient pas exception. La conquête fut rapide, mais la gestion brutale, profondément destructrice. Les Fatimides dominaient les territoires d'Ifriqiya qu'ils n'administraient pas. Leurs objectifs étaient de pillage, de conversion des Ibadites au chiisme ismaélien et d'imposition fiscale. Aux objectifs de conquête, de domination et de puissance, il y avait les conséquences sociales liées à l'oppression, l'imposition, le pillage, la brutalité, qui impliquèrent les révoltes kharijites et une longue guerre civile tout au long du règne fatimide de l'an 909 à 972. Puis les violences se poursuivent au-delà. Abou Yazid el-Kiriji est un berbère du Géride, né d'un père commerçant et d'une mère native de Kaokao sur le fleuve Niger. Il vécut à Tozeur, suivit des études coraniques selon le rite ibadite, se rendit à Taert pour parfaire sa formation en sciences religieuses. En 909, il assista à l'avènement des Fatimides qui décapitèrent le souverain et sa famille, détruisirent les monuments ibadites, pillèrent les ressources et pratiquèrent l'autodafé des livres religieux. Son grand maître Ubaïda fut tué sous les coups. La jeunesse d'Abou Yazid a été marquée par la brutalité des Ismaéliens fatimides. Lorsqu'il retourna à Tozeur vers l'an 9, 118, il prêchait le danger des Fatimides et appelait à leur renversement. Il refusait l'obéissance à quelconque califat extérieur, réclamant la gouvernance d'une républica dirigée par un conseil de 12 cheikhs contre le despote. Il justifiait le pouvoir confédéral des Rustémides avec une méthode de gouvernement local assistée par des magistères et savants locaux. Abou Yazid fut surnommé Saïb el-Himar, les l'homme à l'âne, sobriquet signifiant à la fois propriétaire et ami de l'âne. Physiquement difforme, il se déplaçait à dos d'âne pour prêcher sa parole. La verve du discours déplaisait au gouverneur fatimide qui appela à le tuer. En 934, Abou Yazid prit la fuite pour un prétendu pèlerinage à la Mecque, se réfugia dans les Aurès et gagna le soutien des Kharégites Ifrénides, Sanhajites du Constantinois, Awara de Mednine, Meknassa du Tel, Agalbides de Kairouan, Azaba de Gerba, Nefassa de Libye. Le conseil des savants malékites lui apporta son soutien jusqu'à la mort.
Guidé par son maître Abou Ammar, l'aveugle, il lança la rébellion des Ibadites contre les Fatimides. Tout l'Ifriqiya s'enflamma. Ces victoires soulevèrent l'enthousiasme des Berbères dans leur grande diversité tribale des Ifrènes, Zenati, Magajoua, Ouara, Kedad, Nefoussa. Furent ravagées les places fortes de Tébessa, Bagaï, Medjena, Tobna, Laribus, Orbos, Oudamani, Béja, Tunis, Erduma, Sousse, Rakada. Kairouan tomba en octobre 9, 144. L'histoire fit dire « Voyez de quoi sont capables un boiteux soucieux de sciences religieuses et un idéologue aveugle. » La dynastie des Fatimides était sur le point d'être vaincue. Cap Africa, Mardia de tomber. Abou Yazid, triomphant, envoya une ambassade à Cordoue et porta l'apparat princier avant de lancer l'attaque sur le dernier retranchement fatimide, en janvier 9, 145. Pourtant, la cité résistait et résista encore 8 mois malgré le siège, l'encerclement et la famine qui frappaient les deux camps. Les assaillants se lassèrent d'impuissance, faute d'affrontements décisifs et d'approvisionnement suffisants. Leurs troupes se dispersaient pour se ressourcer. Le calife Kouaïm Amrallah mourait en mai 9, 145, mais l'information resta secrète. Il avait prédit qu'une insurrection kharijite se brisera devant les murs de Mardia. Effectivement, en août 945, Abou Yazid devait apporter un appui aux pressions sur Hadrumet et Kairouan au moment où arrivèrent les secours salvateurs de Ziri ibn Ménad. Les renforts Sanhajas apportaient un soutien de troupes et d'approvisionnement. Ils renversèrent la situation militaire. C'était un coup d'arrêt à la rébellion, un début de fin pour Abou Yazid. Mahdiya était sauvé ainsi que le nouveau prince de la dynastie. Abou Tahar Ismaël se réfugia à Kairouan. Abou Yazid retourna ses attaques avec une détermination jusqu'au boutiste malgré la fatigue et le dispersement de ses troupes, la fraîcheur et le surnombre de l'adversaire. Il n'abandonnait pas le combat, tenu par son serment. Abou Yazid recomposait son armée. Le calife accorda l'amnistie de tous les habitants, même à Abou Ammar, le mokadem nokarien, maître d'Abou Yazid, fidèle conscience ibadite. Il exposa la libération des femmes et des enfants en échange de son départ définitif. À peine la famille récupérée, les combats reprirent. Abou Yazid confirmait sa détermination, d'ennemi farouche et déloyal malgré la perte de ses soutiens. Il continuait à attaquer une armée en surnombre, envoyant son fils Ayoub chercher des renforts en Andalousie. Aucun secours ne viendra le soutenir. Battu, il devra se replier dans ses anciennes places fortes de Bezelma et de Tobna, où il fut dénoncé par le gouverneur de Haï Messila, qui s'était mis au service du calife. Il avait ordonné d'écorcher vifs tous les partisans de la rébellion. Abou Yazid voulut les venger, se préparant à attaquer Messila pour punir le gouverneur, mais le calife avait été averti de ses plans. Il offrit 20 charges d'or à qui le dénoncerait. Commença alors une chasse à l'homme. Abou Yazid se réfugia dans les montagnes de Kiyana, où il fut assiégé et mourut de ses blessures dans son dernier retranchement en août 9, 147. Le souverain fatimide prit le titre d'El Mansour, le vainqueur, et s'installa à Rakwada, l'ancienne cité des rois, en 949. Qui était ce personnage d'Abou Yazid? Abou Yazid est un personnage qui mérite une attention particulière. Il a mené une révolte ibadique qui ébranla le pouvoir fatimide de Mehdi de 939 à 947. Il a été cité rebelle kharijite, nokarien, par une opinion d'Abou Zakaria, proche des Zérides et d'une lecture des Fatimides. Dans une perception ifriqienne, il pouvait être vu comme héros berbère ibadite défendant un engagement identitaire contre la puissance du calife. Ainsi, le récit de l'histoire varie selon les faiseurs d'histoire, mais la plupart ignorent ce personnage que l'on appelle Sahab al-Himar. La mort du rebelle Abou Yazid mettait-elle fin à la guerre civile? Non, la guerre s'est poursuivie de 948 à 962 et de 969 à 972. La période a été marquée par de grandes violences civiles et religieuses. Ibn Khaldoun décrivait cette époque, les carcasses humaines resteraient visibles au sol pour 2 siècles. Ziri ibn Ménad était le fidèle allié des Mahdistes. Il mena une guerre impitoyable aux tribus berbères insoumises, les poursuivant jusqu'en Afrique éloignée de Maghreb el-Aqsa, sans crainte du pouvoir andalou. Il finissait tué au combat contre les Magarouas en 971. Ses fils porteront la dynastie des Zirides. Les Fatimides visaient principalement la domination de Palestine. Leur objectif de conquête de l'Orient passerait par l'Égypte. Les troupes de Jawar el-Sakali, le Sicilien, soutenu par les Koutouma, les Sanaja et les chefs rebelles, qui avaient accepté la soumission,
entrèrent à Scandaria le 6 février 969 dans un pays appauvri par la peste et la famine. Le général Sakali arriva dans la cité désœuvrée de Fustat qu'il nomma Caïro, la victorieuse. Il compartimenta ses troupes autour d'un lieu qui, à ce jour, porte le nom de Haï el-Koutoumyin, incarnant un vestige de présence historique. Le général édifia la mosquée, El-Hazar, et un palais pour accueillir le souverain fatimide. En 973, Moez Dinallah abandonnait Mansouria et s'expatriait en Égypte avec un énorme trésor. La population lui fit honneur et privilège, il transférait sa capitale à Caïro avant de mourir. À partir de 971, deux dynasties se distinguent. Bologhine ibn Ziri succédait à son père et régnait sur l'Ifriqiya. Il déclara vite l'indépendance de son royaume ziride. Il poursuivait sa conquête ou sa pacification du Maghreb, gagna le titre d'Abou el-Foutou, père des conquêtes, et se rapprochait de Bagdad. Le successeur Aziz Billah, souverain fatimide de l'Égypte, poursuivait les objectifs de conquête de la Palestine et du Grand Chem. Il s'opposait à Bagdad et s'opposerait vite à l'Ifriqiya. L'Égypte croyait à une vassalité de l'Ifriqiya, ce que n'entendaient pas les Zirides. L'expatriation du souverain fatimide était vue comme un renoncement ou une expatriation d'un souverain à la recherche d'un royaume. La rupture déplut fortement aux Fatimides qui firent de nombreuses pressions avant de libérer leurs sinistres Ilaliens. L'Égypte fut-elle facilement conquise en 969 ? C'est une surprise. Nombreuses tentatives avaient échoué. Subitement, Alexandrie et Fustat étaient conquises. À nouveau, l'histoire intrigue. Les explications sont donc mêlées à des hypothèses sur les conditions de l'Égypte et de l'Ifriqiya. Concernant l'Égypte, il y a eu défaillance du pouvoir. Le souverain Aboulmesk Kafur, décédé en 968, le pays était conduit par son fils, un prince de 10 ans. On prétend donc que le pouvoir aurait été affaibli, mais ce n'est pas convaincant car on sait qu'une régence du roi ou de l'armée assure la gouvernance. Thierry Blanquis explique encore que les conditions climatiques présentent une autre explication. La crue du Nil fut la plus basse de son histoire en 967, en plus de fortes chaleurs, de l'invasion des rats et des sauterelles. La production de céréales s'est avérée très insuffisante. L'Égypte ne pouvait plus se ressourcer en Syrie, qui était dominée par les Byzantins, qui ressourçaient leurs troupes dans leur guerre contre les Bulgares. Concernant l'Ifriqiya, il y a eu conjonction de volonté pour la conquête. Exceptionnellement, le conquérant venait de l'ouest vers l'est. Usuellement, les conquérants de l'islam venaient d'Orient vers l'Occident. Mais là, c'est l'inverse. Et ceci justifie que la volonté de conquête était inscrite dans la volonté des Fatimides. Donc, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, il y avait une intense guerre civile et subitement, il y a eu un moment d'unité du commandement, des troupes, de conciliation des chefs ennemis et de discipline pour porter l'expédition vers l'Égypte. Alors, est-ce que ces conditions de guerre civile auraient déjoué la violence et détourné les chefs vers un engagement extérieur? Les conditions de bataille, de discipline, de négociation sont tout autant pertinentes. Jawhar Sakali compartimenta ses troupes autour d'un lieu où il édifia un palais, une mosquée d'El-Azhar qu'il nomma Caïro. Les conquérants seraient arrivés avec un énorme trésor dans un pays ravagé par la peste et la famine. Une autre explication tient au mouvement ismaélien. La propagande avait préparé les populations à l'arrivée du Mehdi auquel elles devaient rendre honneur. La méthode expérimentée en Ifriqiya consistait à envoyer des missionnaires pour convaincre l'occupé du bien fondé de l'occupation et faire honneur aux chefs prestigieux des conquérants. Lorsque le souverain Mu'az Dinallah débarqua à Alexandrie en 972, la population lui fit honneur et privilèges. Ainsi donc, la propagande savait gagner l'intérêt des populations locales pour un projet d'islam et d'expansion vers la Grande Syrie. Les Koutouma tiennent à ce jour une image positive avec un quartier de la ville du Caire, Haï el-Koutoumyin. Qui aurait ordonné la conquête d'Égypte? Pour Makrizi, historien du XIVe siècle, la décision venait de Mu'az Dinallah. L'histoire a considéré les Fatimides ordonnateurs du projet, élaboré depuis près d'une centaine d'années. L'Afrique devait servir de tremplin pour conquérir l'Égypte en vue d'une domination du Grand Chem et de régner sur l'islam. La conquête trouva sa concrétisation avec le calife Mu'az Dinallah qui transféra sa capitale à Caïro en 972. Les Ifriqiens contestaient-ils un pouvoir qu'ils avaient installé? Parce que les Irides se considéraient maîtres d'œuvre et non pas vassaux. Ils avaient conduit les troupes, les opérations militaires, ils avaient installé un souverain en expatriation,
sauvé la dynastie en 946, lorsque le prince Tahar Ismail était assiégé à Mehdiya. Ziri ibn Menad avait sauvé in extremis le prince fatimide qui se réfugiait à Kirouan, puis Mansouriya. Ensuite, il s'installa à Raqada. Ziri ibn Menad tient un rôle de général d'armes plus que de souverain. Néanmoins, sa lignée donna une dynastie berbère qui s'identifiait à une appartenance nord-africaine. Est-ce que cela justifie une légitimité de souveraineté? En 969, les troupes ifriqiennes conquéraient Alexandrie et Fustat. En 972, elles installaient le souverain Mu'azz din Allah avec un énorme trésor. Les Ifriqiens contestaient-ils un pouvoir qu'ils avaient installé? L'histoire est un jeu d'intrigues. Les faits ont des justifications. La question appelle aux questions. La fuite de Mehdiya était-elle une libération ou un abandon? Une récompense ou une transition? Une concession ou une récupération? Y avait-il deux souverainetés? La conquête d'Égypte tenait-elle au projet ismaélien, à une volonté du prince, ou à une intention de se débarrasser d'un prince encombrant? Les troupes étaient coordonnées à quel souverain? Quel rapport de pouvoir entre Kérouan, Mansouriya et Raqada? Quelles étaient les raisons de ces déménagements du souverain fatimide? Était-il roi, ou roi sans royaume, ou roi à la recherche d'un royaume? L'expédition visait-elle une conquête, un déplacement, une déportation, une expatriation ou un affranchissement? Expropriation ou transition? Renonciation ou déchargement? Ce trésor lui était-il dû ou était-il destiné à financer l'armée? Était-il patrimoine d'un souverain en expatriation ou ressource d'un pouvoir diligenté? Après le décès du souverain fatimide, la relation des pouvoirs s'embrouilla entre les objectifs et les implications, les obligations et les devoirs. Les conditions de règne, de conquête, de départ, de transfert ou d'expatriation, insuffisamment éclairées, causeront des divergences d'interprétation et des controverses historiques. Quelles sont les raisons de la controverse? La conquête d'Égypte impliquait un rapport de pouvoir politique entre conquérants et gouvernants, maître et vassal, décideur et exécutant. La complexité de la relation concerne un rapport de vassalité et de domination, de suzeraineté fatimide et de vassalité berbère, d'ordonnance du roi et d'obéissance de l'exécutant, des Fatimides sur les Zirides, de la soumission et de l'exécution à l'impôt. Le caïd ismaélien An-Nu'man affirmait le droit impérial de Khoms el-Ghanima pour accorder au souverain fatimide le 5e de tout butin sur les kharijites, qu'ils soient polythéistes, païens ou hérétiques. Les Africains étaient-ils leurs mercenaires dévoués? Les Zérides ne l'entendaient pas ainsi. Ils se considéraient libérateurs de Mehdiya, sauveurs de la dynastie fatimide, héritiers, successeurs, représentants berbères, transmetteurs d'un pouvoir. Ils imposèrent leur autorité avec souffrance sur toute l'Afrique du Nord. Ils ont financé et conduit la conquête d'Égypte, déplacèrent leurs services vers un nouveau royaume, en dehors de l'Ifriqiya, laissant Mu'azz din Allah régner sur l'Égypte avec un immense trésor. Devaient-ils devenir des vassaux soumis au calife d'Égypte, à une autorité fatimide et soumis à l'impôt? Ils ne l'entendaient pas ainsi. Le point de désaccord drainera de graves dommages. La discordance des entendus conduira à de vives polémiques, suivies de malheureuses conséquences, de pression fiscale, révolte sociale, trahison, rébellion tribale, changement de religion, refus de payer l'impôt, rupture d'alliance et invasion hilalienne.